Pour votre État, vous devez une bière pour votre État. Ah, mais comment C'est la règle. Pourquoi une? Bon, chacune une bière. Pourquoi chacun. une? À deux? Une par personne. Pourquoi deux? La Ligue du boycott, là, vraiment, vous êtes un peu alcoolique. Hein? Qu'est-ce que tu as? Sur ce plateau-là que les téléspectateurs ne doivent pas envoyer des commentaires à titre individuel. Oui, oui. Oh non, non, c'est la jalousie. C'est l'info coulisses, donc commentez pour tout le monde. Surtout de beaux commentaires pour le président. Quand il te dit qu'il est flat là, ça te Ouais, Tu as vu? il a même porté, tu vois. il a porté son café. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui te met dans des dispositions comme ça, est-ce que tu peux aller jamais. autre chose? Jamais. Mais Carly, pourquoi tu dis ça en fait? Même ma femme, elle dit, ah, je le vois sur TikTok. Elle dit, ah. Oh là là. J'ai dit, faut que moi, il va avoir une occasion pour dire que ce monsieur est très marié, il a 3 enfants. Oh, président. Ils se suivent les uns après les autres. Les enfants qui... Ils se suivent les uns après les autres. Il y a une fille qui dit, elle veut donner le prénom d'Insa à son enfant. Elle dit, hé, ils ont mis dedans. Ça c'est bien. Ils ont mis. J'ai dit, ce monsieur est très marié. Je connais sa femme tous les jours. C'est les que je croise à l'école, c'est lui que je croise. Et quand je les croise, ils sortent sa Mais ça prouve, je suis un peu... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Bande à Khalil, en compagnie de chroniqueurs, comme d'habitude, le président Jean-Paul Auro. Bonsoir, président. Bonsoir, Carlil. Bonsoir, Henri. Faites Bonsoir, retour Carly. parmi nous, vous allez Merci bien? beaucoup, ça va bien. Bonsoir, Insa. Bonsoir Carlyle. Vous êtes en chemise rose aujourd'hui, c'est... Oui. Quelle raison? Non, la seule chemise, c'est dû à l'état d'esprit de l'émission, je pense. Ah ouais? Ah oui. Vous nous direz pourquoi. Norbert, toujours dans le blanc. En rose après, Carlyle. Ouais, enfin. en rose après octobre rose. Bon, c'est pas grave. C'est le bois bleu. Ouais, novembre. Bonsoir, Jean-Yves. Moi, je suis Bonsoir, Khalil. encore en attente. Messieurs, on parlera de... C'est fini les élections. Hein. Là, on passe aux législatives. Et ça tombe bien, le PDCRDA annonce sa candidature, annonce sa participation aux élections législatives. Le président du parti a appelé les militants à se mobiliser pour, je cite, l'emporter partout. Le PDCI présentera des candidats et soutenir par ailleurs ceux de l'opposition. Jean-Paul Auro, réaction à la décision du président du PDCRDA. C'était finalement une évidence de participer à ces élections. Pour moi, j'ai même envie d'applaudir le président Tidiane Thiam de conduire son parti et les cadres de son parti à une élection à laquelle il ne faut pas être absent. Si le PDCI est absent à cette élection législative-là, cette élection aura lieu. Et le PDCI n'aura pas de députés. Ne pas avoir de députés, il y a plusieurs enjeux. Nous y reviendrons sans doute. sûr. Et je pense que c'est cela que le président Tidiane Thiam a compris. Il a posé les deux éléments majeurs dans sa lettre. La question d'avoir la présence sur l'échiquier politique national et la question aussi de l'argent, c'est-à-dire du financement des partis politiques. C'est super important. Et je pense que le PDCI est... Quand le président Tidiane Thiam prend cette décision, il y a aussi la question de son alliance ou de sa coalition avec le PPACI de Laurent Gbagbo qui est engagé. Mais il a compris qu'il n'est pas le président du Front commun. Ceux dont il est le président, les militants du PDCI, là, c'est lui, ils ont choisi comme président du PDCI. Donc, au nom de cette responsabilité qu'il a, il a fait le choix avec certainement les cadres du parti et puis il a engagé son parti résolument vers cette élection. Il faut qu'il soit présent et bien au contraire, comme moi je le disais sur ce plateau et je le dis toujours, appeler à une participation massive au vote. Et ça, c'est à saluer. Et j'encourage certainement son ancien partenaire du Front commun, c'est-à-dire le PPACI, d'en faire autant. Bien. Henri. Alors moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Demander à ses lieutenants de parti pour les élections législatives, c'est d'autant plus normal. Après, bien entendu, l'échec au niveau des élections présidentielles, c'est à saluer. Échec Ah bien sûr, l'échec parce que... de qui? Du PDCRDA? Le PDCRDA avec On son... ne doit pas participer? Oui, mais c'est pour ça que je dis échec. Ah bon? Oui, c'est pour ça que j'appelle. Expliquez-nous, expliquez-nous. Ouais. Je pense qu'on en reviendra, mais je pense que c'est un échec, le fait, avec tout ce qui s'est passé... tous ces démêlés cocasses. C'est quoi, c'est l'échec de la stratégie du boycott? L'échec de la stratégie du boycott, bien entendu avec le Front commun, avec tout ça, et aujourd'hui demander à ses lieutenants de parti d'inciter en fait ces lieutenants aux élections. Il n'est pas cohérent? Non, c'est cohérent.
C'est vraiment cohérent. Et puis aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure en fait l'ancrage des différents partis politiques? C'est à travers tout ça, à travers les élections législatives, municipales et tout. Donc c'est totalement normal. Moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau. La stratégie demeure et elle est basique en fait. Mais voilà, c'est à soutenir. Et j'encourage également le PPACI à faire pareil. Après, on en reviendra bien entendu avec les différents sujets, les différentes actions pour voilà, soutenir la thèse. Jean-Yves, il considère qu'une participation sera le seul moyen, je cite, d'échapper à ce qu'il qualifie de piège d'un scrutin entaché de faute. Selon lui, la présence du du PDCI n'a de sens que si la participation est plus élevée que jamais. Est-ce que cet appel pourra remobiliser un peu les électeurs, les militants et aussi les électeurs? Oui, mais pas seulement, d'autant plus on a observé les différents, le pourcentage qu'on a eu à ces élections-là, même si en fait, d'après le président de la CEI, il y a une jurisprudence qui n'a jamais été utilisée, mais qu'il a eu à appliquer pour pouvoir avoir son taux de 50%. On sait aujourd'hui que cette opposition-là qui a boycotté est représentative. Donc, je pense que le président Tidjane Thiam, de par ce communiqué, de par cette lettre-là, il essaie de remobiliser ses troupes. Et puis, comme le président le disait tout à l'heure, il est important pour un parti politique de pouvoir être toujours sur la scène politique. Voilà. Parce que on sait que les présidentielles, la présidentielle et les législatives, pour moi, hein, à mon sens, c'est pas les mêmes réalités. D'autant plus que pour la présidentielle, on a un seul siège. Et donc, lorsque les dés sont déjà pipés, lorsque les institutions qu'on considère, les institutions qui sont chargées d'arbitrer en fait ce, ce scrutin ont déjà un parti pris, il est vraiment compliqué de pouvoir faire changer les choses. Par contre, pour les législatives, ce sont des représentants de plusieurs circonscriptions, donc des communes du tout. Et du coup, les partis politiques ont déjà des ancrages dans certains bastions, notamment quand on parle de Yopougon, on sait que Yopougon, on a beaucoup parlé de Yopougon de Laurent Gbagbo, on sait qu'à Cocody, par exemple, le PDCI, il est vraiment ancré à Cocody. Voilà, on a plusieurs bastions, plateaux et tout. On a plusieurs bastions qui doivent rester entre les mains de l'opposition afin de pouvoir en fait créer ce contre-pouvoir. Je sais que le contre-pouvoir ne pourra pas se faire, c'est-à-dire comme on l'entend, c'est-à-dire dans l'entendement commun, c'est-à-dire de vraiment barrer, mais à travers ces députés-là, on pourra avoir beaucoup de transparence au niveau de l'Assemblée nationale. Notamment, on l'a vu avec Assalé Timoko. À lui seul, il a fait trembler tout un gouvernement. Aujourd'hui, ça lui a donné cette légitimité-là. Donc, pourquoi ne pas avoir plusieurs Assalé Timoko? Je pense que la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est la qualité de ces personnes-là, de ces personnes qui vont représenter les partis politiques et non la participation de ces partis politiques-là. Donc, la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est la qualité de ces personnes-là. Je pense qu'on aura l'occasion. On parlait du casting, donc on y viendra, Insa. Bah écoutez, moi Carly, je suis un peu souriant avec. Oui, je suis un peu souriant parce que j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une Côte d'Ivoire où toutes les institutions fonctionnent normalement. C'est pas le cas? Bah, absolument pas. Absolument pas. Et puis je pense que sur ce point, nous sommes tous unanimes. Même si certaines personnes aujourd'hui souhaitent en fait cette aventure électorale, bon, je pense qu'ils ont des objectifs bien visés. Mais ce n'est rien d'autre en fait, d'accord, que je ne dirais pas, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un cadre en fait qui est tout à fait normal. Tout à l'heure, mon interlocuteur en face, en fait, parlait de cette non-participation du PDCI RDA. Ce n'est pas parce que M. Tidjane Thiam a seulement été écarté. Il y avait d'autres griefs qui étaient en fait d'accord de poser au présidentiel. La RLE, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait absolument rien. On s'en fout aujourd'hui. On dit aux gens de partir compétir. Est-ce qu'il y a une révision de la liste électorale? Il n'y a pas de révision de la liste électorale. Qu'est-ce qu'on en fait des 27 milliards? On a oublié les 27 milliards. Est-ce que le 4e mandat de M. Ouattara, qui est dans l'exécutif, aujourd'hui, en fait, en temps normal, est devenu légitime? Absolument pas. Mais vous oubliez quelque chose. L'exécutif travaille aussi avec le parlementaire. Certaines personnes qui disaient que M. Ouattara, en fait, d'accord, était illégitime, soudainement devient légitime. Et quand on me parle, en fait, aussi, quand Jean-Yves me parle, mon très cher Jean-Yves me dit, par exemple, qu'il faut aujourd'hui un contre-pouvoir, mais ce n'est pas nouveau. Le PDCI RDA occupe des postes au sein de l'Assemblée nationale. 65 sièges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à preuve du contraire? Aujourd'hui, en fait, on va discuter de la légitimité de chaque candidat choisi. Ce n'est pas nous de le faire, c'est aux partis politiques de le faire. Donc, aujourd'hui, comme ils ont un don d'ubiquité, soudainement, en 2025, ils vont s'exprimer comme Assalé Timoko. Je dis, c'est absolument non. L'ancrage dans des zones spécifiques, bien d'accord, mais ça sert à quoi véritablement? Quelle est l'utilité en fait d'un parlementaire au sein de l'Assemblée nationale
qui n'a réellement pas de pouvoir et quelqu'un qui boycotte. Et ne venez pas me dire en fait que c'est un absolu qu'on soit en fait d'accord au sein de l'hémicycle pour pouvoir se faire entendre. Je prendrai d'autres cas, vous me direz certainement, oui, ces pays-là, ce sont ces pays, la Côte d'Ivoire a une spécificité. Mais on a vu des partis politiques ici, même je pense que le Front National, pendant longtemps, n'a pas siégé au sein de l'Assemblée nationale. Mais ils ont su aussi conquérir les voix des gens. Donc il faut que les partis politiques se mettent au travail. Moi, ce qui me gêne, m'agace personnellement, c'est le manque de cohérence. Tantôt, M. Ouattara, d'accord, n'est pas légitime, et par la suite, bon, je pense qu'il faut aller. Et puis, il faut y aller avec qui? Monsieur Cubière, le même Cubière qui a tenu une conférence de presse la semaine dernière en disant que cette CEI est problématique, va falloir qu'on songe à la remplacer. Je ne comprends absolument rien avec les Ivoiriens. Par contre, on va parler des avantages de certains députés parce que le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble n'est pas au courant de cela. Merci. Je peux revenir sur les propos de Vincent. En fait, tout à l'heure, il a parlé de, c'est-à-dire subitement, avoir des Assalé Timoko au sein de l'hémicycle. Effectivement, je pense que les dernières élections législatives ont permis à cet appareil politique de comprendre qu'il y a certains députés au sein de leur groupe qui ont été vraiment mieux. Et donc, c'est le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra maintenant faire le débat sur la qualité des personnes qui vont les représenter. Voilà. Sinon, moi, je pense que la participation, elle doit obligatoirement se faire. Jean-Yves, permets, Carlyle, Jean-Yves, il faut qu'on soit sérieux, avec tout le respect que je te dois. On n'est pas d'accord à une émission, d'accord, de Popstar ou de Star Academy. Un parlementaire, il a des fonctions. Ce n'est pas nous qui allons, d'accord, coacher les parlementaires. Leur rôle est de représenter leur circonscription, d'accord, leur parti politique et même le peuple. Ce n'est pas à nous de faire l'éducation des parlementaires. Si les parlementaires se sont tus pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire, il faut se poser des questions fondamentales. Assalé Timoko le fait, tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Où étaient ces parlementaires? Les élections n'ont pas encore lieu. On ne les entend pas, bizarrement, les parlementaires. D'accord? Moi, je veux véritablement une Côte d'Ivoire où on est cohérent, où on a de la qualité. Moi, je ne suis pas... Pour vous, savoir travailler, ils ne doivent pas aller aux élections législatives. Mais pour moi, c'est clair et c'est clair et net. En fait, moi, la question... Attends, Jean, s'il te plaît, qu'est-ce qui est clair et net? Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. Le PDCI ne doit pas aller à ces législatives. Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. Le PDCI, le PPACI. Prononce ta phrase. Mais je viens de citer des partis. Mais je cite des partis là. Oui. Le PDCI, le PPACI, d'accord. Le Front commun et tous ceux qui étaient associés ne doivent pas participer. Tout simplement parce que M. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, son 4e mandat est illégal. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara posera des griefs devant l'Assemblée nationale, oui ou non? Répondez-moi. Maintenant, Monsieur le Président, je suis très heureux que vous rigolez, mais vous n'êtes pas dans la même démarche qu'eux. Parce que vous vous dites que M. Ouattara était président de fait. Eux, ils ne le disent pas. Donc vous avez décidé certainement, vous soutenez la thèse de Mme Simone Yvet, de M. Charles Blé Goudet, Lagou et compagnie. Donc pour vous, ça ne vous gênera pas d'avoir des propositions de M. Ouattara au sein de l'hémicycle. Parce que dans le fond, vous avez accepté le 4e mandat. Eux, ils ne l'ont pas accepté. Maintenant, si on dit qu'ils ont changé de point de vue, c'est autre chose. Participer aux élections, aussi, comme Jean-Yves disait, c'est pas aussi faire un contre-pouvoir au 4e mandat. C'est pas quoi? C'est pas être aussi un contre-pouvoir au 4e mandat. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un contre-pouvoir? Est-ce qu'il faut être forcément au sein de l'Assemblée nationale pour être un contre-pouvoir? Moi, je ne comprends pas. Dites-moi, est-ce que pour être un contre-pouvoir, quand on est un parti d'opposition, il faut forcément siéger au sein de l'hémicycle pour être un contre-pouvoir? Je ne comprends absolument pas ces théories-là. Comme quelqu'un le disait, il faut être là où on découpe le poulet pour pouvoir réclamer l'aile du poulet. Il est important pour les députés, il est important pour les partis politiques d'être dans cet hémicycle-là pour pouvoir... Moi, en fait, c'est pour avoir plus de transparence déjà. Pour avoir plus de transparence. Imaginons un instant que le PDCI, imaginez un instant que le PDCI, le PPACI refuse, tout le monde refuse. Et au sein de l'hémicycle, on a un hémicycle unicolore. Oui. RHDP. Oui. Toutes les décisions qui vont se prendre là-bas. Oui. On ne fait aucun compte-rendu à la population, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a une révision de la Constitution qui est faite et qui passe. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à contrecarrer ça? Je réponds rapidement parce que je ne vais pas me politiser. Non, président, permettez. Oui, président, non, juste une minute. Quand Jean-Yves parle, c'est... Non, juste une minute, président, s'il vous plaît, Norbert. C'est bien, c'est un débat de la ligne. Norbert, président, excusez-moi. Jean-Yves, juste une minute. Jean-Yves vient de nous dire quelque chose de très important. Imaginez que l'Assemblée est, d'accord, unicolore, monocolore, c'est que le RHDP. Comment allons-nous faire pour savoir ce qui s'y passe? Mais effectivement, tu as raison, Jean-Yves. Ça montre la nature, en fait, de la Côte d'Ivoire. Sinon, les débats parlementaires, normalement, tout le monde
doit être au courant, d'accord, des débats parlementaires. On n'a pas besoin que M. Assalé Tiemoko puisse s'exprimer pour qu'on sache. Le parti d'opposition, son rôle, c'est de quoi? C'est de superviser, d'accord, le travail de ceux qui sont au pouvoir. Mais ça, effectivement, je te rejoins parce que c'est une pensée qui est purement ivoirienne. Maintenant, sur ce point dont tu parles, mais c'est pas nouveau. Les partis d'opposition étaient au sein de l'Assemblée, ils ont même choisi, ils ont même participé à l'élection de Big Togo. Big Togo n'en avait pas besoin. Quelle proposition réelle ont-ils fait en Côte d'Ivoire? Bon, je m'arrête là. Je peux. Oui. Bon, si vous voulez, nous on va quitter le plateau. Non, président, pour une fois, je vous substitue un petit peu. On va laisser La Ligue du boycott. la Ligue du boycott. Mais non, on va aller prendre un café dans président, le petit salon. pour une fois, Parce que pour une fois, je me rends compte que. Pour une fois, je prends la parole un peu comme vous. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Hein. Non, bah, Vous avez un sourire très mesquin, finalement. il y a un Bon, sourire je vais m'arrêter, Jean-Yves. heureux. Il y a un sourire des temps heureux. Allez-y, non, mais pas la parole à peine. Mais écoutez, là, maintenant, je serai très attentif parce que je sens que ce qui arrive, c'est missile contre moi. Allez-y, allez-y. Parce que ce monsieur, quand il prend la parole, c'est Jean-Paul Oro. Allez-y, Norbert. Il va être déçu, le pauvre, il va être déçu. Vous êtes en blanc, c'est la paix, ça va. Moi, Chien 52, j'ai presque envie de souligner d'abord le caractère implacable du réquisitoire de Chien 53 et peut-être aussi le compléter parce qu'il a oublié quelque chose aussi de très, très intéressant, c'est le découpage électoral. Oui, j'allais en dire, mais bon. Ben voilà. Donc, évidemment, il n'y a que des problèmes, évidemment. Maintenant, si je voulais le compléter encore plus pour dire ce qui va se passer, parce que je crois qu'on a tous compris sur ce plateau ce qui allait se passer, c'est déjà que le PDCI RDA va participer à ces élections législatives du 27 décembre. Jeudi, étant précisé que nous enregistrons ce mardi. Donc après-demain, donc le comité central du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, va prendre lui aussi sa décision. Et que je pense quand même qu'eux aussi vont annoncer la même chose. Je dirais deux choses. D'abord, qu'un parti politique, c'est fait pour aller aux élections. C'est fait pour aller aux élections. Et c'est si vrai que le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, était candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Que le président du PPACI, Laurent Gbagbo, était candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Donc, il voulait aller aux élections. Un parti politique, c'est fait pour aller aux élections. Et donc, ils vont y aller. Deuxièmement, ces deux-là sont alliés dans un front commun. Ce front commun existe encore. N'en déplaise aux liquidateurs qui ont annoncé sa mort il n'y a pas si longtemps, y compris sur ce plateau. Non, il existe. Il va de soi que si, les faits peuvent me démentir, si après-demain le PPACI décidait de boycotter les élections, le Front commun serait mort. Là, pour le coup, le directeur général d'Ivocep aurait du travail, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il. On peut prendre les paris. Et puis il y a le reste. Le reste, c'est des informations dont qu'on veut nous cacher, qui peuvent aussi expliquer cette décision. C'est-à-dire l'avenir. Que va-t-il se passer? C'est-à-dire 2027. Ok? Bon, il peut s'en passer des choses dans la vie qui changent tout, qui chamboulent tout. 2026, pardon. Vous êtes déjà projeté pour la France, Norbert. Oui, c'est vrai, pardon. 2026. Et donc, que peut-il se passer? Tout peut arriver, ok? Alors, je sais bien qu'on ne veut pas que, ici, j'évoque, c'est scandaleux, l'état de santé d'un candidat. Non, ça, je l'ai fait pendant la campagne électorale. Mais enfin, bon, oui, il était aussi président. Et puis, un président, ça
son état de santé, c'est une information d'intérêt général. Donc, que peut-il se passer? Je vous confirme effectivement ce qu'on a appris hier, c'est qu'il vient en France. Okay, il ne vient pas pour rien, il n'y a pas de réception officielle à l'agenda, il ne sera pas reçu à l'Élysée, il va filer à Mougins, et moi je peux vous dire qu'il y va aussi pour des raisons médicales. D'accord? Donc il faut être prêt en toutes circonstances. Okay, et c'est la raison pour laquelle, donc encore une fois, Thiam Gbagbo était candidat à l'élection présidentielle de 2025, donc il voulait aller aux élections, les partis étaient faits pour aller aux élections, on y va en attendant la suite. Bien. Khalil, tu vois, est-ce que je disais tantôt sur ce plateau pendant des semaines, j'ai dit, allons aux élections. Allons aux élections. Mobilisons les Ivoiriens pour un vote massif. Voilà aujourd'hui Thiam qui appelle ses militants, ses compatriotes à un vote massif. M. Navarro est en train de reconnaître sur ce plateau qu'un parti politique est fait pour aller aux élections. Mais juste un petit rectificatif. M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam n'étaient pas candidats à la présidence. Ils ont déposé leur candidature à la commission électorale indépendante, ils ont même retiré leur kit de campagne. Cela ne veut pas dire que tu es candidat. C'est à l'issue. Ils étaient candidats à la candidature. Merci, voilà. Oui, voilà. Oui. Donc les candidats, on les a connus, ils étaient 5. Non mais la volonté était claire. Henriette Labou, Simone Gbagbo, Jean on les a déjà oubliés. Et Don Melo. Voilà ceux qui étaient candidats. Ça, c'est un fait. Et comme lui-même, dans sa réflexion, il a dit, il a laissé, même si ce n'était pas chez nous embêté, on dit, c'est-à-dire, président, ta voix n'était pas forte. Il est conscient que le fort est fait ça. Ça veut dire que ta voix n'était pas forte. Tu sais que le PPACI va aller à ces élections. Bon, excusez-moi, je vais utiliser le vouvoiement pour garder le caractère. Non, il n'y a pas de problème. Non, moi, il y a un problème. Donc, M. Norbert Navarro est conscient que le PPACI ira à cette élection ou à ces élections législatives. Et moi, je dis, c'est bon. C'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est bon pour la tranquillité du pays, c'est bon pour la vitalité de notre démocratisation. Je vais finir. Oui, président, terminé. Pour apporter un petit rectificatif, parce que mon frangin Atomblanc a cette manie de se lever. Oui, le 4e mandat, vous validez. Les 66 députés PDCI là. Oui. 65. 65 députés PDCI là. Tout à fait. C'est sous le 3e mandat ils ont été élus. Mais absolument, j'ai jamais dit le contraire. Ah, pourtant ceux-là, ils ont voté des lois. Lesquelles? Toutes les lois qui ont été votées là. Non, quelles lois, par exemple? Je ne sais pas, bon, je pense. En tout cas, ils ont élu le président de l'Assemblée nationale. Oui, ils ont élu le président de l'Assemblée nationale, mais ils ont voté des lois. Qui sont passées en Côte d'Ivoire. Oui, mais non, mais ils ont voté des lois, ils ont participé, à certaines lois, mais sinon. Ils ont participé. Non, mais en fait, en gros. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok, je vous laisse finir. S'il vous plaît. Bonsoir à toi, c'est s'il te plaît. Pourquoi Et quand on en arrive là, quand ceux-là ont participé, à un certain moment, ça donne de la vitalité à notre démocratisation. Et deuxièmement, quand on parle, jeune frère, quand tu parles des 27 milliards votés, quand un budget est voté là, ça ne veut pas dire que c'est dans la poche. Absolument pas. Voilà. Bah absolument pas, mais quelle est la traçabilité en fait de ces 27 milliards aujourd'hui? Voté blé. Ça veut dire simplement que l'institution ou la personne ou, je sais pas, l'organe vers lequel cet argent est destiné, quand il aura besoin d'une partie de cet argent ou de cet argent pour exécuter la tâche pour laquelle ce budget a été voté, il écrit au niveau du trésor des différentes institutions et là on fait une pause technique et on reprend. Moustapha, les écrans, s'il te plaît. C'est la loi. Non, président, non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que... Tu ne suis pas d'accord pourquoi? Non, c'est pas exact. Les 27 milliards, d'accord. Les 27 milliards, d'accord. Tu n'as pas lancé l'animation. Les 27 milliards, les 27 milliards sont destinés à la CEI. Oui, est-ce que c'est dans leur poche? Mais leur poche, c'est-à-dire?
est-ce que ça est dans le compte de la CEI? Mais c'est pas une question de compte de la CEI, en fait. C'est-à-dire que c'est destiné à la CEI. Donc, ce que je vais t'expliquer, maintenant, là où tu dois te blabler, te calmer, c'est l'année prochaine, on va entendre. Mais c'est pas la première fois. Faut te calmer. Bon, ok. Quand c'est bon, tu me dis, on y va. Quand ça va se calmer, le ministre... On ne va pas te laisser impressionner par... Non, je vais écouter. Général d'Ivosap, non? Donc, pour venir, tout simplement, pour te dire que sur ce sujet, quand à l'année prochaine, à la prochaine session, lorsqu'on va voter le budget, le ministre de l'économie et des finances ou le premier ministre qui viendra devra expliquer que l'année dernière, les 27 milliards qui ont été attribués à la CEI, là, si ça a été exécuté ou pas. Si ça a été exécuté, là, les Ivoiriens pourront dire, mais vous avez dit qu'ils ont exécuté les 27 milliards pour la RLE. La RLE n'a pas été faite. Non, ce point, il est très important. Non, pour finir. C'est d'une mauvaise foi. Pour finir. Hallucinant, quoi. Enfin, c'est la loi, c'est le code électoral qui le prévoit. Mais ils ont violé la loi, c'est tout. Arrête. Et puis le ministre de l'économie, en fait, en Côte d'Ivoire, n'est jamais revenu parce que c'est pas le premier cas. Là, vous évoquez les 27 milliards. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous évoquez les 27 milliards. Avant les 27 milliards, il y a eu des déblocages pour la CEI où le ministre de l'économie n'a donné aucune explication. Où il n'y a pas eu d'RLE sur certaines années. Attendons l'année prochaine. Merci beaucoup. Non, mais c'est déjà passé, il n'a pas fait. L'année prochaine. Merci. Quand on dira si ce 27 millions ont été exécutés ou pas. Jean-Yves qui parle de contre-pouvoir, est-ce que le PDC, Jean-Yves, a la chance d'imposer une cohabitation? Le PDC contre le PPACI. Non, aujourd'hui, avec le découpage électoral, comme on le disait tout à l'heure, c'est quasi impossible. Voilà, au nord, par exemple, lorsqu'on prend Korogo, je crois qu'ils ont 9 députés pour 440 000 ou 450 000, moins de 450 000 habitants, pendant qu'à Yopougon, ils ont 6 députés pour 1 million, je crois 1 million 400 ou je sais pas combien d'habitants. Donc, on a un découpage électoral qui ne reflète pas, je vais dire, la sociologie. Donc, c'est vraiment compliqué de vraiment créer ce contre-pouvoir-là au point de pouvoir faire une cohabitation. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut prévoir avec cette participation-là, c'est une stratégie à long terme. Voilà, c'est une stratégie à long terme parce qu'il ne faudrait pas laisser, comme je le disais tout à l'heure, laisser ces passions aux mains de l'adversaire. Si jamais on connaît un peu la sociologie ivoirienne, surtout africaine, pour ne pas dire ivoirienne, aujourd'hui, une personne qui a les moyens, en 5 ans, peut arriver à t'arracher un bastion. Une personne qui a les moyens, en 5 ans, peut arriver, si cette personne-là est députée de cette circonscription-là, au fur et à mesure, elle va grignoter. Donc, c'est compliqué de laisser ces bastions aux mains de l'adversaire. Donc, la stratégie du Front commun d'aller à cette élection-là, moi, je pense que c'est une stratégie qui est encouragée. Derrière, comme on le dit, c'est vraiment une stratégie. Si la stratégie est comprise par tout le monde, elle n'en est plus une. Pour moi, la stratégie, elle doit vraiment perdre l'adversaire. Au point où aujourd'hui, on est à même de se poser tous les mêmes questions. J'ai mon frère, il me sent qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre cette stratégie-là. Je dis, ben oui, effectivement, on peut pas la comprendre parce qu'on est obligé d'attendre. On doit voir le résultat pour essayer de... Merci Jean-Yves. Réponse d'Henri. On n'a pas beaucoup parlé depuis. Franchement, moi je l'ai dit dans les précédentes émissions, j'ai dit que je ne croyais pas en ce front commun-là. Et bien entendu, pour ces élections législatives-là, c'est clair que chacun ira en solo, voilà, parce que ça ne pourra pas se faire. Et il va falloir même revoir même le contenu de cette alliance. C'est-à-dire? Ouais, parce que pourquoi est-ce que le Front commun a été créé? Le Front commun a été créé dans le but de pouvoir parler des recommandations concernant la CEI. La CEI n'est pas crédible, la liste électorale, la mise en liste des différents leaders de ces différents partis et tout. Et je me confronte un peu dans ma position de savoir, mais attends, on a un Tidiane Thiam qui critiquait bien entendu la CEI, qui critiquait pas mal de choses concernant la liste électorale et tout, et demandait aujourd'hui à ses lieutenants de partir pour les élections législatives. Je me dis, mais quelle incohérence! Est-ce que c'est la stratégie ou pas? Mais je me dis, mais quand on critique, la critique doit être, je veux dire, graduelle. Il ne faut pas se limiter sur un aspect et après demander à ses leaders de repartir encore pour des mêmes élections, sachant que c'est la même CEI qui organise ces élections-là. C'est la même liste électorale. Je ne sais pas. Donc, il y a une incongruité. Et moi, pour ma part... Incongruité, Ah, bien sûr, il y a une incongruité.
Et j'aimerais juste poser une seule question. Oui, c'est le J'aimerais retour poser une du seule duel. question. Quand on a eu le président Hassan Ouattara qui en 2000 avait fait un boycott total et après il s'était ravisé, il a dit qu'il ne va plus jamais commettre cette erreur-là. Estimez-vous que, genre, pour vous, quand il a dit qu'il ne va plus jamais commettre cette erreur-là, c'était quoi? Est-ce que c'était le fait d'attribuer peut-être sa caution à un candidat qui était retenu ou bien c'était de participer aux législatives? Parce qu'on sait qu'ils avaient fait un boycott total. Est-ce que c'était de participer aux législatives ou Il de... va répondre et après je vous donne la parole. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il faut juger en fonction du contexte, dans un premier temps, et puis en fonction de l'enjeu. Ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas les mêmes enjeux. Non, ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas le même enjeu, Jean-Yves. Et par exemple, moi, si tu veux, on en reviendra dessus, mais je vais terminer pour dire que... Je te répondrai, Jean-Yves. Mais pour dire qu'aujourd'hui, moi, les lieutenants 65 députés, c'est vraiment considérable. Perdre ces places-là, c'est ne pas montrer en fait la grandeur du parti au pouvoir. Quels sont les indicateurs qui prouvent, surtout en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, qui prouvent qu'un parti il est vraiment implanté? Un parti, en fait, se mesure par son ancrage territorial. Aller aux élections ou pratiquer la politique de la chaise vide, ce n'est pas une bonne stratégie pour, bien entendu, le PDCI. Ce que je voulais dire à la fin, juste pour terminer, en fait, j'ai fait cette remarque pour faire comprendre à Henri que cette stratégie-là, dans la politique ivoirienne, elle a toujours existé. En 1995, on a vu le président Laurent Gbagbo qui a boycotté avec le Front républicain, ils ont boycotté les élections. Finalement, le président Laurent Gbagbo, il a été élu député. Après, il s'est présenté aux élections législatives. En 2000, on a vu le boycott, c'est-à-dire ils n'ont pas reconnu l'élection du président Laurent Gbagbo, mais finalement, le RDR a eu quelques députés, même s'ils n'ont pas été reconnus. Après, ils ont été reconnus. Le PDCI a eu aussi des députés. Je veux dire que cette stratégie de boycotter et puis derrière aller aux élections législatives, elle n'est pas nouvelle. Donc aujourd'hui, traiter, c'est comment on appelle ça, c'est le PDCI ou le PPACI d'incohérent parce qu'ils adoptent cette stratégie-là. Je dis non, on peut dire que oui, c'est une stratégie qui, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on prend tous les partis politiques ont eu à pratiquer à un moment donné de leur existence. Ok, si on est d'accord là-dessus, alors on peut avancer dans le Moi, j'ai une question aussi pour vous, assez intéressante, sur la question de si on considère que le PDC et le PPAC participeront aux élections, est-ce qu'il peut y avoir éventuellement une alliance avec ceux qui ont déjà participé à la présidentielle? Bon, c'est à mon tour de parole. Ah bon? Faut te calmer. Président. Ça, c'est un push. Te calmer. Donc, c'était pour dire, en fait, comme il y a des gens qui sont dans un anti Jean-Paul Aureau, je dirais primaire sur ce plateau, je comprends. Il est paranoïaque, c'est pas possible. Oh non, tu t'amuses à m'appeler DG Divocep, ça te fait rire. Non, mais Je suis moins cynique. Non, président. Je suis moins cynique que moi, je dis que tu es un anti-Jean-Paul Aureau primaire. mais il n'y a pas de front anti-Jean-Paul Aureau Je sur dis ce toi, tu plateau. es dans une obsession. un Oui, front. toi. Ah bon, Je n'ai pas parlé de front. président, Je n'ai pas parlé de front. répondez. En fait, tu entends ce que tu veux entendre. Ok, président, Je disais, répondez, oui. en fait, Très important. En fait, sur ce plateau-là, on est en train d'être d'accord. Hein. Sauf moi. Non, on est pas d'accord. Lui, il a évoqué l'incohérence des partis politiques à aller à ces législatives-là. Ouais. C'est vrai ce qu'il dit. C'est incohérent après avoir dit que ceci est illégal. Exactement. Et c'est la signature de ce monsieur hein, sur un décret qui va convoquer le corps électoral qui va envoyer les gens. Ce qu'il dit, il y a de l'incohérence. Ce que Jean-Yves dit, c'est vrai, il y a de l'incohérence. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, comme Jean-Yves l'a rappelé, la classe politique, les hommes politiques, les partis politiques sont à une incohérence près? Non, visiblement. Ce n'est pas le cas. On n'est pas à une incohérence près. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, et je répète encore, c'est vrai qu'en 1995, on n'avait pas eu on n'avait pas eu 3000 morts officiellement. En 2000, on n'avait pas eu 3000 morts officiellement. Donc, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un passif lié aux élections, surtout à l'élection présidentielle, qui fait qu'il serait prudent, ou bien il serait intéressant que nous fassions les choses de façon apaisée et normale. Aller à ces élections, c'est vrai, ça semble
incohérent. C'est incohérent quand pendant près de combien de mois on a dit ceci, on a dit cela. Mais aujourd'hui, on peut... Le PPACI a les intellectuels et les personnalités politiques pour construire. Le PDCI, pareil. J'ai lu la lettre du président du PDCI. Elle répond à tout. Ils ont les personnels politiques pour construire un discours, pour expliquer à leurs militants, à leurs sympathisants que nous ne pouvons pas ne pas être à cette élection-là. Si nous n'y allons pas, voilà les conséquences qui pourraient être désastreuses pour nous et pour les autres. Deuxièmement, le plus important, il faut qu'on regarde ça. Et Tidiane Thiam l'a dit avec beaucoup de responsabilité, la question des financements publics des partis politiques. Si tu n'es pas présent dans cette Assemblée nationale-là, tu n'as pas un groupe parlementaire, tu n'as pas les financements publics. Il faudrait qu'on revienne un peu sur les modes de financement des partis politiques. Ils vont un peu la gamelle. Si le PDCI n'est pas présent là-bas, il ne faut pas la gamelle. Si le PDCI n'est pas là-bas, c'est Tidiane Thiam qui va financer de sa poche le PDCI. Peut-être qu'il a déjà commencé. Si le PPACI n'est pas là-bas, ils n'ont pas un groupe parlementaire, c'est Laurent Gbagbo ou bien celui qui va le remplacer qui va financer le parti de sa propre poche. Est-ce qu'on veut que les partis politiques rentrent dans cette logique? Non. Pour moi, pour beaucoup de raisons, c'est vrai sur la question des financements, les modalités de financement, il faudrait qu'on y revienne, mais au-delà des incohérences qui sont claires, il faudrait que le PDCI, le PPACI aille à cette élection. De toute façon, je pense que même au-delà de la question des financements, il y a aussi le salaire des députés. Hein. Mais j'allais en venir. Même s'il disait non, je pense que c'est député à lui dire. J'allais en venir. En fait, c'est très intéressant parce que les arguments qui ont été énoncés ici sont assez évocateurs, en fait, hein, parce qu'il y a véritablement une dichotomie entre la réalité, d'accord, du rôle du député et la réalité aussi, d'accord, sur l'aspect salarial et des avantages que les hommes politiques ont. C'est assez tabou en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas parlé de salaire, j'ai parlé de financement des partis politiques. Mais je vais rebondir là-dessus, c'est intéressant. C'est une loi de 2004. La loi des financements de partis politiques, c'est en 2004. Avant, comment les partis politiques faisaient? C'est ça la question. Comment les partis politiques faisaient avant 2004? Parce que le Front populaire ivoirien, il n'existe pas à partir de 2004. Hein. Comment les partis faisaient pour se financer, pour organiser leurs activités? Tu me poses la question, je peux te répondre. Hein. Non, mais vous allez après énoncer les différents points. C'est très intéressant parce que maintenant, si être président d'un parti politique engage, d'accord, son portefeuille, bah, dans ce cas-là, celui qui prend l'aventure de présider un parti politique, il mesure les risques et les réalités. Parce que ce que vous dites sur la loi des financements des partis politiques, c'est intéressant. C'est les groupes parlementaires. 18 parlementaires au minimum, si je ne m'abuse. 15 000 milliards de budget pour la Côte d'Ivoire, 1 millième du budget pour le financement. Et selon le nombre de suffrages et de députés représentés au sein de l'hémicycle, d'en faire la répartition. J'ai fait un calcul. C'est pas suffrage, c'est le nombre de députés. Le nombre de députés qui correspond naturellement, voilà, au suffrage. Mais alors, sur les 15 000 milliards, c'est 200. En France, la loi, c'est par rapport au suffrage. C'est 200. En Côte d'Ivoire, c'est par rapport au groupe parlementaire. Le PPACI, normalement, s'ils ont perçu quelque chose, c'est plus de 200 millions. Le RRGP, c'est 2 milliards. Le PDCI, c'est 700 millions, à peu près. D'accord? C'est un peu cela. Mais heureusement, on va dire merci au président Laurent Gbagbo d'avoir proposé cette loi de financement de partis politiques. Mais les partis politiques, effectivement, doivent aussi trouver d'autres perspectives. Et cela n'engage pas, d'accord, la réalité du peuple. Moi, je m'exprime en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, et non membre d'un parti politique ou politicien. Je dis quelque chose de très clair. Il y a une incohérence. Maintenant, si vous jugez aujourd'hui le fait de participer à ces élections, d'accord, c'est nécessaire pour la vitalité de la vie démocratique et autres, c'est tant mieux, parce que vous avez dit quelque chose de très formel, quand M. Ouattara signera, ils seront obligés de parler de cela. Et des gens qui ont... Ouattara signera quoi? Mais pour une proposition soumise au Parlement. J'ai dit que c'est le décret qui convoque le décret qui va convoquer. Oui, mais c'est toujours Ouattara dont, d'accord, les partis politiques étaient opposés, qui disaient qu'il avait un 4e mandat, qui n'était pas légal, qui va signer. C'est un fait. Maintenant, quand vous parlez de 95, Jean-Yves a évoqué 2000 et autres. Je veux dire juste quelque chose à Jean-Yves. Quand M. Ouattara disait à une époque que le fait de ne pas participer aux élections a été un mauvais choix pour lui, il le disait à quel moment? Il le disait à quel moment? C'est très intéressant. Il a dit en 2010. Il a dit en 2010. M. Ouattara, sa candidature n'est pas passée en 2000. Voilà, en 2000. Ils ont boycotté les législatives. Les municipales, ils ont participé, ils ont remporté. Exactement. Et alors, tu sais, la particularité de 2000, je chute par là, Carly, c'est très intéressant. Parce qu'on va revenir sur quelque chose de très important, qui est clé dans ces élections. Nous avons M. Honoré Guié, membre de la société civile. M. Laurent Gbagbo se présente contre le général Robert Gueye.
M. Honoré Guy est choisi à l'unanimité. Non, c'est très important, parce que je viens sur la personnalité, vous allez comprendre. Vous n'êtes pas d'accord, président. Attendez, M. Laurent Gbagbo remporte les présidentielles. Aux législatives, le PDCI bat le FPI. S'il n'y avait pas d'union entre l'UDPCI et le Front populaire ivoirien, le PDCI serait majoritaire au sein de l'hémicycle. Au municipal, le RDR remporte. Il y a de la vitalité dans le jeu. Il y a une réalité, d'accord, qui est différente de celle de maintenant. Celle qui organise aujourd'hui, la CEI qui organise les élections en Côte d'Ivoire, comment vous comptez en fait faire un miracle? Mais moi je ne comprends pas. Moi, il faut faire preuve de pragmatisme. Voilà, on parle le découpage électoral. Mais c'est vrai, on ne peut pas participer à un jeu. À tout blanc. C'est ce que je te dis tous les jours. Oui. Sors de tes certitudes. Mais vous le savez très bien. On a entendu M. Cubière. C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu veux que ça sorte de ta bouche. Non, mais répétez. C'est ce que je viens de dire. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Les incohérences que tu as relevées. Alors, donc, la CEI est une incohérence également? Oh non. Parce que vous aviez parlé de l'attitude des partis politiques, président. Je veux que vous soyez clair, s'il vous plaît, président. Les incohérences que tu relèves. Vous n'êtes pas en désaccord. Je suis en train de te dire que ces incohérences-là, que tu révèles là, que tu relèves là. Oui. Je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Donc la CEI est une incohérence aussi. Oui, non, je veux qu'il le dise. Dites-le moi, président. Est-ce que la CEI aussi fait partie? Je suis de ceux qui disent, et qui l'ont dit sur ce plateau, que la CEI, dans sa forme actuelle, n'est pas bonne. D'accord. Ok, merci. C'est tout ce que je voulais... Quoi, vous voulez dire? Non, c'est important. Parce que ça, je le dis avant même que ce soit Cubière. Peut-être que tu ne me suis pas depuis longtemps. Non, moi c'est Cubière qui m'intéresse parce que c'est actuel. Sinon même, autant où Laurent Gbagbo était au pouvoir, j'ai critiqué, moi, Jean-Paul Leroux, dans mes écrits, la CEI dans sa forme. Que nous pouvons retrouver parce qu'à l'époque, elle était sous influence du RDR. Merci, Jean-Paul. Oui, c'est vrai. Du temps où Gbagbo était... Il a jeté complètement. Il n'a pas sorti. Je finis. À mon frangin, à mon jeune frère. Oui, mon président. J'ai dit, les incohérences que tu es en train de soulever là, tout le monde est au courant de ça. D'accord. Même Tidiane Thiam, il est au courant de ça. Mais pourquoi dans ce cas-là, ils veulent se compromettre? Ce n'est pas de la compromission. Bon, ok, très bien. Non, tu le laisses, le gars il déroule, quand il prend la parole, après ça vous êtes tous les blancs parler. Non mais président, vous m'aviez interrompu, président. On va mettre un chrono pour chacun, là on va voir les temps de parole. On va venir un chrono aussi, on va venir un chrono. Donc c'est pour dire simplement que c'est vrai, il y a des incohérences. Jean-Yves l'a relevé, tu l'as relevé. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire multipartisane que nous connaissons là, nous ne sommes pas à une incohérence près jusqu'en 2020. Donc on doit persister dans cette incohérence. Je n'ai pas dit qu'on doit persister. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que Jean-Yves vient de dire. Rentrons dans une nouvelle dynamique qui est celle-ci. Voilà pourquoi je vais certainement ouvrir le jeu pour les nouveaux acteurs politiques qui arrivent. Ah, on y va. Voilà pourquoi je disais que... Non, Henri, candidat. Voilà, nous avons ces floraisons de jeunes. Il n'a pas démenti. D'abord même le débat politique. Le débat politique est aujourd'hui animé très souvent par des jeunes. Sur ce plateau, je vous promets, il y a 10 ans, un tel plateau sera animé par des gens qui ont peut-être 60 ans et plus, qui ont des responsabilités politiques. Mais aujourd'hui, si on veut voir la moyenne d'âge, si on retire Norbert et moi, si on retire Norbert et moi, M. Norbert Navarro et moi, peut-être que c'est la trentaine. Non, président, vous ne savez pas, hein? Peut-être 50 ans. Non. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez sur les chaînes de télé, les jeunes ont décidé de prendre à bras le corps, et pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse instruite, une jeunesse... Donc, permettons à ces jeunes-là, comme Jean-Yves le disait, de favoriser leur entrée dans des partis politiques pour qu'ils puissent s'exprimer et certainement briguer des postes de députés au sein de notre Assemblée nationale. Ça va certainement donner de la vigueur, ça va certainement donner plus de vitalité. On aura des débats. C'est vrai, on a pris l'exemple à Saleh Tchemoko. Journaliste de formation. Professeur surtout. Et qui a véritablement donné des choses. Si à Saleh Tchemoko, il y en a 20, 30 dans l'Assemblée nationale. Comme le président, peut-être ferait un bon candidat. Hein. Oh non, pour l'instant, je n'ai pas cette ambition. J'ai pas cette ambition. Dans l'avenir peut-être. Pour l'instant, je n'y pense pas en me rasant les matins.
Non, mais... Non, mais ça, c'est très intéressant. On peut faire peut-être une petite parenthèse, parce que ce mardi matin, vous savez que je regarde la presse tous les jours, et mardi matin, dans la titrologie de la presse ivoirienne, j'ai aperçu le visage d'un de nos confrères qui veut se lancer, là. Guillaume Bateau. Qui veut être candidat. Ah, ouais. Et Mais il y a aussi André Sylvain Conan. alors, il y a André Sylvain Conan, Bokanga. Salih Moko, bien sûr. Mais là moi, j'ai cru reconnaître, vous me dites si je me suis trompé ou pas, c'est Herman Aboa. Ah oui, aussi Herman Aboa. Qui veut à l'épée. Ouais. qui siège en majesté à la une d'un En journal, fait, vous et qui a monté un peu, ça vous trompez sur le cas Herman Aboa. Est-ce que je peux terminer? Herman Aboa, ce n'est pas sa première ambition. Herman Aboa, la législative dernière, il était candidat. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Non, en tout cas, allez-y, présentez-vous. Oui. C'est bien pour le... Ouais, Herman Aboa, Je sais c'est qu'il me vrai. semble, toi, c'est pas la peine, on ne peut pas compter sur toi. Non, mais moi, tu sais ce que, pour finir, pour compléter ce que je disais, moi quand je regarde le PPACI, mon jeune frère Steve Vigo, alias Fabrice Labo, il a les compétences, il a la stature, il sera candidat, il a le physique du métier. Oui, je crois qu'il est en train de se préparer pour Yopougon. À Daloa, il y a Stéphane Kipré qui a aussi les compétences, qui peut être candidat de PPACI je sais pas, chez lui à Daloa, dans une sous-préfecture. Il y en a plein. Blaise Las, malheureusement, il est en prison. Voilà, c'est possible. On peut changer notre personnel politique, on peut recomposer notre paysage politique, et puis certainement, ça va amener notre démocratie à un niveau qu'on souhaite. Merci, Président. Donc, peut-être Jean-Yves aussi est candidat, on ne sait pas. Donc, Jean-Yves ne te prononce pas. Mais si tu te prononces... Mais... Parce que, ici, sur ce plateau, Jean-Yves a fait une confidence hors plateau à nous concernant un certain nombre de choses. Malheureusement, il s'est trouvé quelqu'un qui a failli révéler cette confidence qui a été faite hors plateau. C'est que j'ai trouvé indécent. On va rester safe. C'est que j'ai trouvé indécent. Rapidement, Norbert. Oui, juste attirer l'attention sur deux candidats potentiels dont on parle beaucoup, qui sont deux personnalités ivoiriennes, puisqu'on en est à parler de casting. Hein, si vous parlez du parti au pouvoir, c'est demain l'émission prévue sur eux en principe. Non, je voulais parler simplement, mais très court, 30 secondes, d'Adama Bictogo et de Patrick Hachi. Et eux, j'ai l'impression que quand leurs noms sont jetés comme ça en pâture au public pour qu'on en parle, j'ai l'impression qu'ils sont dans une autre partition que celle qui nous intéresse là, tous les deux. Et donc, ils ont une petite idée derrière la tête, je ne sais pas laquelle, peut-être en savez-vous plus que moi, mais je peux vous dire que ce jeu-là, moi, il m'intéresse parce que c'est une information. Je ne me prononcerai pas sur le caractère moral ou immoral de cette compétition entre les deux. Mais ça, en tant que journaliste, on est obligé de s'intéresser à ça. Et ça sent vraiment pas bon. Entre les deux. Ah bon, Information globale Africa Télé Sud. Parlons un peu de la réorganisation du PDCRDA. Il nous reste 14 minutes. Jean-Yves, Yapo Kalis est nommé secrétaire exécutif du parti en remplacement de Sylvestre Mou. Vous avez appelé sur ce plateau, vous avez vivement critiqué l'ancien secrétaire exécutif. C'est une satisfaction pour vous, j'ai l'impression. Bon, non, je ne dirais pas que c'est une satisfaction parce que je ne suis pas membre du PDCI, mais au regard de comment est-ce que le président Tidjane Thiam se battait comme un beau diable et puis il n'avait pas de, je dirais, soutien du côté de son secrétaire exécutif qui, à mon avis, devrait prendre le relais du côté d'Abidjan, moi, j'ai trouvé ça ahurissant et voilà, ça m'a quelque peu choqué. Et donc aujourd'hui, de voir une nouvelle figure au sein de cette formation politique-là, Yapo Kalis, je ne le connais pas personnellement ou je sais pas tout, mais donc je ne peux pas me satisfaire de sa nomination. Mais ce que je peux dire, c'est que on a un nouveau visage. Je me dis que le président Tiam il a fait ce choix-là peut-être au regard de certains paramètres que nous n'avons pas. Donc, on va observer la situation pour voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un homme d'intérêt? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra faire bouger les choses du côté d'Abidjan? La question reste posée. Et on va vraiment le scruter celui-là et puis on va voir ce qu'il va faire. Ce qu'il pourra faire. Mais ce n'était pas le nom qu'on attendait, j'ai l'impression. Hein?
Pour rejoindre Jean-Yves, moi également, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que l'ossature de l'actuel PDCI avait été critiquée, compte tenu des différentes sorties du président Tidiane Thiam et tout ça. Et je pense qu'il fallait quand même apporter une certaine fraîcheur dans cette reconstitution, dans cette constitution que nous avons connue. Donc, M. Tidiane Thiam et peut-être son bureau restreint savent quels sont les indicateurs qui ont été mis en œuvre dans le but de pouvoir adopter, placer cette nouvelle figure-là et faire basculer M. Emou comme étant son conseiller spécial. Voilà. C'est le rôle qu'on donne à voilà. Quelle est la différence de sortie du secrétaire à aller à conseiller spécial? Pourquoi c'est fait ainsi? J'ai lu un papier dans la presse, qui disait un poste hautement stratégique. Bon, voilà. Est-ce qu'il est plus dans les oreilles du président? J'ose croire que cette fois-ci, on aura moins d'incongruité pour... On rigole, mais franchement, justement. Sur le plan opérationnel, il n'a pas été à la hauteur, monsieur. Le PDCI a connu des grands secrétaires exécutifs. Exactement. C'est pour ça que je me demande bien quels sont les critères qui ont été mis en avant. Ouais. Voilà, Monsieur Kali, c'était porte-parole du parti, non, ou pas, là, de ce que j'ai vu, il est peut-être beaucoup mis en avant, avec une petite confrontation face à Pulchiri Bali. On rigole, a dit Carlyle, si je peux me permettre, sans vouloir jouer les moralisateurs sur ce plateau, on rigole alors que l'opposition continue à être harcelée en Côte d'Ivoire. Je ne trouve pas ça drôle, moi, en tout cas. Il y a encore combien de centaines de prisonniers politiques enfermés à la Maca? Ça ne me fait pas rire, franchement. S'il vous plaît. Non, mais je disais qu'on faisait tu rigolais sur... Ça veut dire que... sur ce plateau... Khalil, moi je pense que Global Africa Télé Sud devrait ouvrir une chambre des pleureuses ou des pleureurs. Voilà, donc chaque fois qu'on vient, on va pleurer. Puis il y a 700. Ça c'est d'un cynisme. Il y a 700. Mais justement, c'est d'un cynisme. Voilà, c'est qu'il ouvre chaque fois. On ne rigolait pas des cas non, voilà, c'est ça en fait. Pour clarifier. C'est là je trouve l'obscénité de son intervention. Ça veut dire que parce qu'on trouve, il dit oh, il y a des gens qui sont en prison. Vous riez d'un autre sujet. Pendant qu'on parle d'un autre sujet et qu'on en rit, lui, il trouve que il y a 700 personnes qui sont en prison. Pourquoi nous on rit d'un autre sujet? Est-ce qu'on rit des 700 prisonniers? Bon, en revenant sur la réorganisation. Donc, je vais finir sur la réorganisation. Tu vois, voilà, c'est honteux. C'est ceci, c'est cela. Il faut partir. Indigne. Donc, pour finir, vous voyez, c'est sur ce plateau, lorsque j'ai annoncé au lendemain de l'élection, la mort du Front commun, il s'est trouvé Norbert Navarro pour dire que c'était indécent que j'annonce la mort d'une coalition politique. Et c'est Zalmoravid que j'aime bien. Oh là là. Chien 53 et chien 54. C'est Zalmoravid que j'adore, m'ont taxé de croque-mort. Président, vous aurez votre poste tout à l'heure. Sur ce plateau où je n'ai pas là à l'instant, lui-même, il a prédit la mort du Front commun. Ah, pas du tout. Alors, il dit, je reprends sa phrase, si le jeudi prochain, le PPACI décide de ne pas aller aux élections, alors le Front commun sera mort. Logique, hein. Lui, mais comme ils diront, il ne sera pas mort, il sera bien vivant. Lui qui peut annoncer une mort probable du PPACI. Non, pas probable, improbable. Une mort probable. Improbable. Du Front commun, trouve que non, puisque machin. Et deuxièmement, pour revenir, pour ne pas qu'on nous prenne pour des idiots sur ce plateau. Oui, président. Les statuts ou la charte du Front commun est claire. La plateforme revendicative est claire, ou du moins elle était claire. C'était demander la réintégration de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam sur la liste électorale. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Non, je finis. Parce que il vous reste une minute, président. Une minute. Et c'est vrai, vous avez parlé de l'élection. La refondation de la CEI et un certain nombre de choses. Et patati et patata. Voilà ce que c'était la coalition politique que constituait le Front commun. Et rien d'autre. Voilà. Mais ici, on nous a expliqué que le Front commun était mis en place pour montrer que si cette élection avait eu lieu et que le vainqueur, celui qui avait se proclamé vainqueur, était un tricheur. Bon, oui, ça c'est un autre commentaire. Maintenant, sur la réorganisation, parce que il y a beaucoup de...
te donneur de leçons de morale sur ce plateau. Il faut que ça s'arrête. Surtout, il y en a un seul. Il faut qu'il arrête. Quand on ouvre un sujet sur la question de la réorganisation du PDCI et que nous, commentateurs de l'actualité politique ivoirienne, on le fait, on n'a pas, cela ne veut pas dire qu'on a oublié ceux qui sont les 700 prisonniers ou la dizaine de morts ou ceci ou cela. Non. Ne ramène pas la vie politique ivoirienne à ce Merci, Président. Deuxièmement, pour finir maintenant, clairement, c'est la réorganisation, je dis, Tidjane Thiam, en tant que manager, là je le retrouve, en tant que véritable manager, certainement après la séquence de la présidentielle, il s'est assis avec ses collaborateurs et il a fait un bilan, un inventaire de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Là-dedans, il a dû comprendre que le secrétaire exécutif qui devait être un baroudeur sur le terrain n'a pas joué rôle. Même nous dans les coulisses, on a appris, ça s'est dit que Docteur Emou était partisan du plan B et que ça n'a pas plu à Tidjane Thiam. C'est tout à fait normal que Tidjane Thiam, à un certain carrefour, puisse dire bon, ceux qui étaient censés m'accompagner dans cette mission n'ont pas joué le rôle qu'il fallait et qu'il s'en débarrasse. Et pour lui, pour la mission qui s'est confiée, les objectifs qui se confiaient, il prend l'homme qu'il faut. Je pense que ça c'est suffisamment assez clair. Insa. Alors, moi, je vais aller rapidement, en fait. Donc, pour moi, le PDCI, c'est la cuisine interne déjà du PDCI. Après, le profil de M. Apocalypse, je sais que c'est quelqu'un qui est quand même brillant en ce qui concerne son profil. Donc, c'est une personne qui rentre dans l'ossature, effectivement, de M. Tidjane Thiam. Donc, maintenant, il faut voir. Ils ont un remaniement, ils ont un objectif qui est clair dans le discours en ce qui concerne déjà les finances et puis en ce qui concerne la participation législative. Donc ce serait un peu aisé pour ma part déjà de prédire pas mal de choses. Mais on revient sur un point encore qui est essentiel, c'est l'incohérence. Tout ça, c'est le fruit de c'est le mot de l'émission. Voilà, c'est l'incohérence. Tout ça, c'est le fruit de l'incohérence. Donc, voilà, on est tous d'accord. Oui, Norbert. Oui, peut-être une information, parce que je suis d'accord avec toutes ces analyses. J'ai simplement essayé de rajouter une couche supplémentaire externe en évoquant la santé d'Alassane Ouattara, son voyage en France. Et puis aussi, pour moi, ce rendez-vous du 27 décembre, c'est un non-événement parce qu'il faut bien le passer. Et je vous garantis qu'en 2026, on va parler sans doute d'autres choses. En attendant, il y a un événement qui va se produire, c'est l'investiture. Et la semaine dernière, on l'avait évoqué, on en a parlé, certains ont parié que Macron allait envoyer une lettre de félicitations ou pas. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le point au moment où nous parlons? Ça n'est pas décidé encore. Mais il y a eu des discussions sur le sujet en fin de semaine dernière, et au moment où je vous parle, la France a décidé d'une représentation à minima. Alors, a été envisagé le déplacement d'un sous-ministre des Affaires étrangères qui s'occupe ordinairement de l'Europe, et dont j'ai découvert le nom à cette occasion. J'ai compris qu'il était membre du gouvernement français parce que ça m'avait un peu échappé. Il n'était pas tout à fait d'accord pour y aller en disant « c'est pas mon rôle ». Et donc finalement, ça sera pas lui. Donc ce que la France envisage de faire, c'est un format conforme à ce qu'elle envisage de faire avec le Cameroun. Le Cameroun, je pense que la décision est pratiquement décidée, est pratiquement prise ce mardi. Ce sera l'ambassadeur de France à Yaoundé qui va se déplacer, point final, c'est pas beaucoup. Et en Côte d'Ivoire, ça pourrait être ça. Alors, c'est pas encore fait, je le répète, ça n'est pas encore décidé, ça peut changer. Mais si c'est ça, l'ambassadeur de France sera chargé de mettre son beau costard et d'aller à l'investiture de Ouattara, version 4. En espérant qu'il ne se trompe pas de chemise ce matin-là quand il va s'habiller. Bon, je précise qu'à ce stade où on enregistre l'émission, je pense qu'il est quelle heure là, en France? Il est 13h44. Donc, dans quelques minutes, en principe, la présidente du Conseil constitutionnel doit proclamer officiellement les résultats de la présidentielle. Donc, on espérait dans la foulée aussi un tweet du président Macron, une lettre. Donc, ce que vous nous dites, Norbert, ce n'est pas encore arrêté à ce Ah non, mais là, bon, ce que je voulais vous dire est sorti dans la presse hier, c'est que finalement, ça sera un coup de fil
Et ce coup de fil, personne ne l'entendra. Alors, à moins avec l'intelligence artificielle, on en fabrique un faux fichier. Mais un coup de fil, ce n'est pas un mot. Il n'y aura pas de mot. S'il y a un mot qui sort, ça sera un faux. Qui pourra faire le Juste rappeler, juste en 15 secondes, que chaque cérémonie d'investiture d'un chef de l'État en Côte d'Ivoire ou en Afrique se fait devant l'ensemble du corps diplomatique. Donc, ce n'est pas un fait extraordinaire que la France soit représentée par un diplomate ou son ambassadeur. C'est tout à fait, c'est la règle du jeu. C'est après que le courrier de félicitations arrive. Donc, si le courrier de félicitations du président Macron n'arrive pas, ok, c'est un coup de fil, voilà. Sinon le corps diplomatique présent en Côte d'Ivoire sera présent lors de la cérémonie d'investiture. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui, sauf que et alors, pour la question du ministre de l'Europe, effectivement, pourquoi je reviens sur cette information? Parce qu'il était présent au Gabon pour l'investiture du président Oligui. Oui. Donc, il est de coutume aussi que la France envoie éventuellement un ministre, comme il a dit, soit le oui, ça peut arriver quand on est voilà, ça peut arriver. Mais le principe est que c'est le corps diplomatique qui assiste. Alors non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que en 2010, lors de l'investiture du président Gbagbo, en décembre 2010... Le corps diplomatique n'était pas là. L'information essentielle... En 2010, c'était pas Gbagbo. Hein. En 2010, c'était pas Gbagbo. Alors, il y a eu une investiture. C'est-à-dire que Jean-Paul Aureau est en train de me dire que j'ai rêvé. Non, j'étais présent dans la salle, j'étais juste devant Laurent Gbagbo quand il a été adoubé par le président du Conseil constitutionnel. Désolé, je pensais que tu parlais de... Désolé, mais il faudrait peut-être aussi que tu regardes un peu les papiers que tu as écrits à cette époque et peut-être qu'à ce moment-là, tu te rendras compte que la représentation... Qui était là-bas? Moi, j'y étais. La représentation diplomatique, c'était un vrai sujet. On ne parlait que de ça. Et qui ne parlait que de ça? Évidemment, le camp du RDR qui était enfermé à l'hôtel du Golfe et qui disait personne n'est venu voir l'investiture de Gbagbo. C'était un vrai sujet. Et donc ce que j'évoque, c'est un vrai sujet. Qui va aller à l'investiture de Ouattara version 4, c'est un vrai sujet. Au moment où on parle, à Paris, c'est à minima, comme pour Cameroun. Chez nous, les Almoravides, on est souverain. Donc, peu importe ceux qui vont venir, donc on est souverain. Les Almoravides, ce n'est pas une question de souveraineté. Vous êtes engagés dans une guerre sainte. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. On n'avait pas dit merci aux abonnés aujourd'hui. Vous avez des abonnés à saluer? Je pense que le président... Non, moi, je n'ai pas d'abonnés. Dans cette bande, on sait qui sont les stars, qui sont les chouchous des spectateurs. En tout cas, ce n'est pas moi. On dit, je salue Doumbouya son nom est compliqué, hein? Doumbouya du Mali qui nous suit et qui nous envoie plein de bonnes ondes. Voilà. Et puis, salutations à tous les abonnés de la bande Akali. Merci beaucoup pour vos messages. Merci pour les messages du président aussi. Ça lui fait plaisir. Bonne soirée.